Donc voilà, donc là on est sur la partie différents ravageurs. Donc moi je vais plutôt vous parler de pucerons, avec nos essais de lutte biologique contre pucerons en laitue sous abri. Donc voilà, pourquoi on va travailler sur ces laitues. En fait, bon déjà, il faut savoir que chez nous, en ex-Languedoc-Roussillon, la laitue sous abri a vraiment une part importante en hiver chez nous. C'est vraiment une production importante depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que nous déjà, on fait beaucoup d'essais variétaux sur la salade tous les ans en hiver sous abri. Donc voilà, il y a vraiment une grosse part on va dire 2/3 des serres en abri bio en hiver qui sont remplis par les salades. Donc c'est vraiment une production importante ici dans les Pyrénées-Orientales en tout cas. Et après, donc on a quand même plusieurs espèces de pucerons qui peuvent être problématiques sur la salade, sur la laitue. Et notamment, on a certains créneaux qui sont très sensibles et risqués par rapport aux pucerons, donc notamment les créneaux de fin d'automne et de début de printemps. Parce que du coup, en plein été et en plein hiver, les pucerons sont quand même assez gênés à cause des conditions climatiques. Mais sur des périodes fin d'automne, début de printemps, on peut être très facilement attaqué par les pucerons. Et les parasitoïdes, malheureusement, sur ces périodes-là, sont assez peu efficaces, notamment en début de printemps, là, dans des conditions climatiques froides. Voilà, on peut avoir des parasitoïdes qui vont pas forcément fonctionner sur ces thématiques-là, sur ces périodes-là. Donc nous, du coup, notre objectif, c'était d'essayer de réguler ces foyers sur ces créneaux vraiment risqués par des insectes auxiliaires prédateurs, notamment adaptés aux conditions froides, avec donc l'essai de la chrysope, donc Chrysoperla carnea, qui peut parasiter donc à partir de 10 degrés et jusqu'à 35 degrés. Et aussi, on a été en contact avec l'entreprise Biobest, avec qui on a travaillé sur une espèce de cirf, Sphaerophorium pelli, qui peut parasiter jusqu'à partir de 12 degrés aussi. Donc, température intéressante. Alors, donc l'essai, on l'a fait sur un tunnel de 400 mètres carrés, donc à notre station expérimentale, Biophyto, qui est à 20 minutes de Perpignan. On avait toujours à peu près le même itinéraire technique, donc paillage macro-perforé, irrigation à l'aspersion. On était toujours sur la même densité de 14 laitues par mètre carré. Et l'objectif, c'était donc d'avoir des variétés qui ne possèdent aucun gène de résistance puceron pour pouvoir laisser les pucerons nous infecter l'essai. Et donc, vous avez un bilan en bas des variétés qu'on a testées avec les dates de plantation. Mais donc, en général, voilà, on a quand même gardé des variétés qu'on utilisait dans le département suite à nos calendriers variétaux qu'on met en place, notamment avec la Centrex chaque année. Des variétés donc, qui sont utilisées chez les producteurs plutôt en circuit long et qui n'ont pas de gène résistance puceron. Donc, on était pas mal sur Zoraga, par exemple, sur les 2 dernières années. Donc, c'est de la Batavia blonde. Et en plantation, après, donc, on avait le premier créneau d'automne, donc avec des plantations de mi-octobre, on va dire, et le créneau printemps, avec des plantations du 23 janvier. Donc, avec le 23 janvier, on arrivait aux premières récoltes en avril. Et pour les plantations d'octobre, on arrivait en récolte début décembre. Alors, au niveau des observations qu'on mettait en place, on faisait un suivi hebdomadaire des salades, c'est-à-dire que chaque semaine, on regardait une dizaine de salades par rang pour voir s'il y avait des pucerons, donc déjà qui étaient arrivés naturellement. Et puis, on regardait aussi s'il y avait présence d'autres ravageurs ou d'autres maladies. Et ensuite, une fois qu'on avait identifié certains pucerons, on mettait en place 10 foyers et on faisait des suivis de ces 10 foyers-là, donc en regardant notamment en notant les intensités d'attaque selon plusieurs classes. Donc on a classe 0, absence de pucerons, classe 1, entre 1 à 10 pucerons, classe 2, 10 à 50 et 3, plus de 50. Donc ça, c'était approximatif, mais voilà, ça nous donnait une idée des différentes intensités. Et on notait du coup à chaque fois s'il y avait présence d'individus pucerons ailés et aussi tous les auxiliaires qu'on pouvait dénombrer sur le foyer. Alors, donc, la plupart du temps, c'est toujours comme ça quand on veut faire des essais, on n'a pas eu de pucerons qui sont arrivés naturellement dans nos parcelles. Donc, on a inoculé en fait nos 10 foyers en introduisant directement des pucerons qu'on avait récupérés chez des maraîchers qui en avaient. Donc, notamment plusieurs reprises, c'était sur des feuilles de chêne récupérées donc dans le Roussillon. Et donc, les 2 années, la 2018-2019, on a récupéré surtout le puceron Macrociphome forbier, qui est le puceron vert là en photo, qui peut être rose aussi, il peut avoir plusieurs couleurs malheureusement.
Mais c'est un puceron qui a plusieurs hôtes et qui est très problématique parce qu'il peut aussi passer sur la courgette ou sur les solanacées, par exemple. Donc voilà, ça peut être assez embêtant quand on fait une salade suivie d'une courgette ou d'une aubergine. C'est un puceron qui peut rester dans la serre si on nettoie pas bien les abords, etc. Donc voilà, c'est un puceron d'autant plus qui est encore plus problématique. Donc voilà, du coup, au niveau de l'infestation, en fait, on marquait un foyer, comme ici sur la photo, vous avez l'étiquette du foyer 1 qui représentait 4 salades autour de l'étiquette. Et en fait, on saupoudrait les salades infestées par-dessus pour que les pucerons puissent infecter les salades de l'essai. Ensuite, donc, on introduisait les auxiliaires. Donc, d'un côté, sur 5 des 10 foyers, on introduisait la chrysope. Donc, la chrysope, la dose curatif léger, c'est 5 individus au mètre carré. Donc, du coup, comme c'était des tunnels de 400 mètres carrés, on avait la moitié où on mettait de la chrysope, la moitié du tunnel, et l'autre moitié, on mettait plutôt des cires. Et donc, les chrysopes, on les recevait sous forme de larves. Donc, ça, c'était intéressant. On pouvait directement les introduire sur les foyers. Par contre, pour les cirques, on les recevait sous forme de pupe. Donc, le passage entre la larve et l'adulte. Donc, on était obligé de mettre en place des tentes à émergence, donc au niveau de chaque foyer. Là, on voit une petite photo en bas. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait en 2018. Donc, effectivement, en fait, pour que l'adulte émerge et qu'il ne parte pas dans la serre, on essaie de l'emprisonner dans les tentes au niveau des foyers. Et on mettait un petit plan d'alisson maritime. Donc, c'est la plante qu'on voit ici, là, qui est beaucoup utilisée chez nous dans les bandes fleuries et notamment pour attirer tous les insectes et notamment les cirques d'ailleurs, pour nourrir en fait l'adulte de Sphaerophoria avant qu'il se reproduise et qu'il ponde pour pouvoir avoir la larve ensuite qui va parasiter les pucerons. Donc ça, les tentes comme ça, c'était ce qu'on a fait en 2018. En 2019, on a carrément mis des filets au niveau des ouvrants. C'était quand même plus simple. Voilà, pour essayer de maintenir les cirques vraiment à l'intérieur de la serre et pas uniquement au niveau du foyer. Donc là, voilà, vous avez une belle photo de notre essai. Alors ça, c'était 2018. Donc les deux rangs de gauche, vous avez les foyers qui sont matérialisés par les étiquettes. Donc là, on a mis les larves de chrysope directement sur les foyers et un petit peu partout aussi pour avoir du coup la dose de 5 individus par mètre carré, hein. Et ensuite, on avait les tentes à droite avec les foyers pour les cirques. Alors, au niveau des résultats, donc en 2019, là, c'est les résultats de 2018 là, que je vais vous présenter. 2019, on a à peu près la même chose. Alors, on va d'abord regarder le graphique qui est au-dessous. Donc, en fait, sur ce graphique, vous avez les dates de notation. En fait, en bas, vous avez les différents foyers. Et donc, ça, c'est pour la partie CIRF. Donc, ce sont les foyers 1, 3, 4, 9 et 10 qui étaient concernés par l'introduction des CIRF. Et vous avez les intensités d'attaque sur le côté, donc pour avoir l'idée. Et donc, vous avez la flèche orange donc, qui en fait montre le moment où on a introduit les cirques dans les cages. Et on voit donc que les intensités d'attaque, généralement, elles ont continué d'augmenter, sauf pour les foyers 9 et 10, où ça a baissé au 28 novembre. Là, on est passé à une classe d'intensité quasiment à 1, alors qu'on était presque à 2. Voilà, ça a baissé pour ces deux foyers. Et si vous regardez donc sur le tableau au-dessus, en fait, là, vous avez les notations vous avez les notations donc, des différents foyers, des différents auxiliaires qu'on a pu dénombrer. En fait, si vous regardez les foyers 9 et 10, on a dénombré d'autres cirques qui en fait sont venus contaminer l'essai. On a dénombré 5 larves dans le foyer 9 et 2 larves dans le foyer 10. Vous avez un exemple de larves de cirque en photo là sur la droite. Donc on dirait des chenilles certains peuvent penser que ce sont des ravageurs, mais attention, ce sont bien les larves de cirque qu'il faut laisser tranquilles et qui consomment les pucerons. Voilà, donc là, c'est pour montrer en fait que ce foyer-là, l'intensité a baissé, mais en fait, c'est dû plutôt à ces autres larves de cire qui ont contaminé le foyer plutôt que les larves de cire que nous, on avait introduites. Parce que on a retrouvé les adultes là, donc c'est ce qui est en rouge, hein, c'est les auxiliaires qu'on a lâchés. Mais voilà, j'ai effectivement les auxiliaires qu'on a lâchés, donc on les a retrouvés sous forme adulte, mais pas sous forme larvaire. Ensuite, pour les chrysopes, donc même système, donc le tableau, enfin, le graphique en bas, donc ça représente les différents foyers qui étaient contaminés, où on avait introduit les chrysopes. Et donc là, par contre, on voit que dès l'introduction, donc au niveau de la flèche orange,
on voit que les différents foyers ont commencé à baisser. On voit les intensités d'attaque qui ont baissé, mais qui ne sont pas baissées jusqu'à 0. On a quand même, on va dire, un plateau à partir de 1. Donc, on avait quand même encore une dizaine de pucerons présents sur les foyers. Mais on voit quand même une diminution. Alors, si on regarde le tableau du haut, on voit que les chrysopes, on les a pas forcément retrouvés. Hein. La larve de chrysope, donc c'est la photo qui est à droite, elles sont très mobiles et très rapides. Donc, même si on les introduit, des fois, on voit les foyers de pucerons qui baissent, mais on ne voit pas forcément la larve parce que voilà, elle est très, très rapide. Et on voit aussi quand même qu'on a eu des contaminations extérieures, encore une autre fois, par d'autres cirques. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé des entomophorales, mais les entomophorales, ce sont des champignons qui sont prédateurs des pucerons, donc qui sont microscopiques, hein, mais qui peuvent attaquer les pucerons. Et en fait, les pucerons, quand ils sont attaqués par les entomophorales, ils prennent une teinte un petit peu beige. J'ai des photos après, hein. Mais on en a retrouvé aussi à la fois sur les foyers présents pour les cirques, mais aussi sur les foyers de chrysopes. Donc voilà, justement, voilà les photos. Donc c'est les 2 photos que vous avez à droite. Ce sont des pucerons qui sont contaminés par les entomophorales. Donc ça peut être assez impressionnant quand il y a des pluies fortes, on va dire. On peut avoir un tunnel du jour au lendemain qui est contaminé par les entomophorales et on voit tous les foyers de pucerons qui sont à l'arrêt. Parce que les pucerons, en fait, on voit sur la photo du bas là que en fait, ça attaque la cuticule du puceron. On voit comme une espèce de pellicule qui se développe et surtout cette teinte beige là qui apparaît, donc qui est assez impressionnante. Et donc voilà, les résultats en gros pour le printemps, hein, donc ça en entomophorale, on en a eu beaucoup plus qu'à l'automne. Les résultats d'avant, c'était l'automne. Et au printemps, on a eu quand même pas mal d'auxiliaires autres que ce qu'on avait introduit qui se sont retrouvés dans nos foyers, et notamment les praonvolucres, donc qui est un parasitoïde qui fait donc c'est la photo qu'on voit ici en bas là. Le praonvolucre, en fait, c'est un parasitoïde qui va pondre dans le puceron. Et en fait, il va faire un espèce d'auréole blanche qu'on voit là sous le puceron. Et en fait, c'est à l'intérieur de cette auréole que va se développer le parasitoïde. Et il va se servir en fait du puceron pour se nourrir, pour se développer. Et là, c'est pareil, on a retrouvé des feuilles entières remplies de parasitoïdes praon. Voilà, donc ça peut être aussi des conditions qui ont été favorables à ce moment-là pour le praon-volucre qui a fait qu'il s'est très bien développé, et notamment dans nos foyers. Donc, on a eu des baisses assez nettes de la pression puceron au printemps. Donc, en conclusion, en fait, voilà, ça, c'est mes résultats vraiment 2018 et 2019. Et la conclusion de cet essai, en fait, c'est que on a quand même eu beaucoup de contamination extérieure, malgré le fait qu'on ait mis des filets anti-insectes en 2019 sur les cerfs. Et même voilà, dans la serre, donc même si elle est quand même très souvent aérée, hein, on a quand même beaucoup d'auxiliaires qui peuvent rentrer et qui peuvent régler les pucerons en plus de ce qu'on a pu introduire. Donc du coup, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est quand même de laisser toujours ouverts les abris, même en hiver, hein, pour laisser rentrer un maximum d'auxiliaires. Là, je vois qu'il y avait une question sur l'alisson maritime. Donc voilà, vous avez le nom écrit là de cette plante. Donc qui pousse assez bien, même en région Occitanie, puisque j'avais fait des essais, moi, de bandes fleuries, même jusque dans le Gers, par exemple, qui sont pas forcément les mêmes conditions que chez nous. Ça pousse assez bien. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça sent le miel, ça sent très fort quand c'est bien en fleurs. Donc, c'est quelque chose qui attire énormément les pollinisateurs et notamment les cirques. Et donc, après, ce qu'on peut dire aussi qui est assez intéressant, c'est sur les chrysopes. On a vu quand même qu'il y avait une baisse des foyers, donc là où on a lâché les chrysopes. Donc, voilà, ça peut quand même être intéressant de faire des lâchers de chrysopes en début de culture et peut-être un deuxième lâcher 15 jours après plantation. Donc là, je voulais en profiter pour vous dire aussi qu'il y a une fiche technique qui existe là-dessus. D'ailleurs, c'est Laurent Camoin qui est présent là cet après-midi, qui avait rédigé cette fiche, notamment sur les lâchers de chrysopes en salade sous abri. Donc c'est un petit peu complémentaire avec les résultats que je présente aujourd'hui, avec donc des systèmes de doses aussi. Voilà, et ça c'est une photo de tous nos stagiaires qui avaient travaillé sur ces comptages. Donc c'était pas évident de compter sous les tentes. Et là, vous avez une photo de pub de cirques aussi en haut, hein, de cirques qu'on a introduits pour le coup. Et les cirques qui ont émergé à droite ici, on voit les adultes qui sont restés bloqués donc, dans les tentes. Voilà. Ah, alors je vais indiquer une question sur les entomophorales. Y a-t-il des moyens de favoriser? Alors, ça, on aimerait bien le faire, effectivement.
Il y a pas vraiment de moyen parce qu'en plus, ce qui est un peu particulier, c'est que les entomophorales, c'est des champignons, a priori, hein, qui aiment l'humidité. Donc, on les a toujours vus dans des périodes humides. Mais j'aurais du mal à vous conseiller de faire des aspersions pour rendre humide vos serres parce qu'après, il y a plein d'autres problèmes fongiques qui peuvent arriver. Donc, malheureusement, j'ai pas vraiment de moyens, Sabine, pour te dire comment les introduire. À ma connaissance, il n'y a pas de possibilité d'en acheter et d'en introduire directement aussi sur les parcelles. Il faudrait voir avec peut-être Biobest, Copert et toutes ces entreprises-là de lutte bio qui pourraient peut-être travailler là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Moi, je l'avais vu notamment chez un producteur qui avait fait du céleri branche sous abri. On était venu le vendredi, il y avait du puceron à peu près partout, et le mardi ou le lundi d'après, il y avait eu un week-end très humide, et c'était enfin, quasiment la plupart de tous les pucerons avaient été parasités par les entomophores. Donc bon, voilà, j'ai pas. Sur artichaut, ils arrivent en général vers mi-novembre, novembre. Ils parasitent en fait tous les pucerons qui se trouvent sur les plantes, notamment quand la période commence à devenir humide. Bon, le problème de ces champignons, c'est que c'est très délicat, c'est-à-dire qu'on va avoir des populations de pucerons, des pucerons qui sont attaqués très rapidement. Le seul souci, c'est qu'il faut avoir des conditions humides, donc qui des fois ne sont pas tout à fait satisfaisantes pour les conditions de culture salade ou artichaut. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter une info là-dessus ou peut-être des retours d'expérience. Je sais pas si Laurent est revenu aussi pour nous parler de la fiche sur les chrysopes. Je crois qu'il est parti entre-temps. Je peux intervenir si tu veux, c'est Catherine au Grab. Alors effectivement, bon, et Sabine Lagarde est présente, elle peut témoigner également. Les apports de chrysopes en culture de salade sont quand même relativement fréquents, enfin sont quand même bien courants en Provence, dans le Gard notamment, en particulier chez les maraîchers bio, mais peut-être pas que chez les bio d'ailleurs. Bon, il y a effectivement un côté, bon, le fait que ça soit une lutte biologique assez peu coûteuse et pas trop compliquée à mettre en œuvre, ça facilite sa réalisation. Les larves de chrysope, on le sait, peuvent avoir une qualité assez variable. C'est peut-être la limite de ce prédateur. Peut-être, enfin, moi, j'ai pas d'expérience particulière en salade, mais c'est vrai que sur des lâchers réalisés ce printemps, sur des cultures d'aubergines ou de courgettes, on a eu parfois carrément des caisses, enfin des boîtes de 10 000 chrysopes dans lesquelles on retrouvait très peu de chrysopes. Et bon, Laurent n'est plus là, mais il peut aussi compléter. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de cannibalisme aussi entre eux lorsque l'acheminement des chrysopes n'est pas assez rapide chez les maraîchers. Donc, je pense que c'est un auxiliaire qui est intéressant, mais qui ne s'installe pas sur toutes les cultures, plutôt sur les cultures basses comme la salade ou la fraise. Très mal, visiblement, sur des cultures comme la courgette et moyennement, je dirais, probablement sur aubergine, concombre, mais toujours avec la limite, effectivement, de leur viabilité, en fait, de la qualité de ces lots d'auxiliaires qui peuvent parfois être un petit peu défaillants. Voilà, mais en tout cas, c'est un moyen de protection qui est quand même assez fréquemment utilisé sur salade et bon, qui est pas efficace à 100% parce que ne serait-ce que par la qualité des chrysopes. Et puis, moi, j'ai fait des lâchers de chrysopes tout récemment sur la station du Grave. On a affaire à des larves de très petite taille et enfin, je pense qu'il peut y avoir quand même un certain niveau de mortalité assez important parce qu'elles n'ont pas forcément une très bonne prospection. Et puis après, il faut être vigilant dans la pratique des aspersions aussi, bien sûr, de les apporter après une longue aspersion et pas avant. Voilà, pour pas les noyer. Merci. Merci à toi, Catherine. Je vois que Thomas, tu mets Aphidus colemani, marche bien sur aubergine. Oui, voilà. Alors, Aphidus colemani, il fonctionne bien
Sur les pucerons, c'est pas sur Macrociphome fourbier, malheureusement, il marche bien sur le puceron noir, sur Apis gossypii, essentiellement. Donc, sur aubergine et concombre, on peut retrouver les deux types de pucerons. Et c'est vrai que Apis colémani, c'est surtout sur Apis gossypii qu'on retrouvera pas sur la salade. Ouais. Voilà. Oui, et puis comme tu l'as signalé, les parasitoïdes qu'on utilise assez fréquemment sur solanacées et cucurbitacées ne sont pas proposés par les sociétés de lutte bio sur salade pour des questions de température qui ne sont pas adaptées. Hein. Déjà sur des cultures de printemps, c'est compliqué. Par contre, et c'est vrai que Praon, par contre, Praon, Cirf, Chrysope s'adaptent à des températures plus basses. La difficulté qu'on a pour le moment, c'est que, et c'est ce qu'on a aussi un petit peu vu au grappe dans des essais de lâcher de larves de cirf au printemps, c'est qu'on ne retrouve pas nos cirfs, on ne retrouve pas nos bêtes, et par contre, on retrouve des cirfs indigènes. Donc, je pense qu'il y a encore aujourd'hui un souci de qualité de larves de cirf dans ce qui est proposé par les sociétés de lutte bio. En tout cas, pour les fournitures que j'ai eues, ça n'a pas été concluant et c'est pour le moment, soyons clairs, un très mauvais rapport qualité-prix. Ah, d'accord. Ok. Bon, juste pour préciser, Sabine demandait si la chrysope fonctionnait bien sur tous les pucerons de la salade. Donc oui, c'est bien le cas, puisque la chrysope, c'est un auxiliaire généraliste, comme la coccinelle, comme le cirf. C'est à l'inverse de Aphidus colémani ou Praon-volucre, qui sont des parasitoïdes qui, eux, peuvent fonctionner que sur certaines espèces de pucerons. Donc voilà, mais la chrysope, c'est vrai que ça fonctionne pour tout type de pucerons, pas de problème.